Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nous continuons à tirer le fil du leadership et je continue à vous faire profiter de mes rencontres imprévues avec des DRH très inspirants ces derniers temps. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Alexis Bertel, qui est DRH de Pantera, mais pas que, puisqu'Alexis a une position importante au niveau de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, au niveau régional et aussi au niveau national. Et donc, avec Alexis, on avait préparé ensemble une table ronde sur la seniorité et j'ai décelé beaucoup de choses que j'avais envie de creuser. Donc il m'a offert cette possibilité, à vous aussi d'ailleurs, puisque vous allez pouvoir l'écouter. Et alors avec Alexis, j'ai intitulé l'épisode Liberté, agilité, horizontalité, puisque on traite pas mal de sujets. Et vous allez voir que, voilà, c'est ce qui m'avait attiré, c'est qu'il a une opinion parfois disruptive par rapport à ce qu'on entend, mais toujours ancrée sur ses pratiques. Puisqu'on ouvre en parlant du temps de travail, et lui, il parle de la semaine de 4 jours, mais aussi de 5 et de 6 jours. Je vous laisse découvrir pourquoi et ce qu'il met en place. On parle aussi de recrutement par les soft skills. On parle de l'importance de développer sa capacité d'apprentissage et d'adaptation avant tout. On parle de l'importance de l'agilité dans le travail et bien sûr du rôle du manager par rapport à tout ça. Donc, un épisode, toujours sur le leadership, mais aussi le leadership de soi, le leadership de l'organisation et bien sûr du manager. Je vous laisse l'écouter, je suis sûre que ça va vous passionner. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'être là avec moi ce matin. Je profite de ma venue à Chambéry pour vous rencontrer et vous poser quelques questions. Mais je vais vous laisser vous présenter pour qu'on comprenne d'abord qui vous êtes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je suis Alexis Bertel, donc DRH du groupe Pantera, qui est une entreprise spécialisée dans la sécurité privée. Je préside également l'ANDRH, donc l'Association nationale des DRH, sur les Deux-Savoies, et j'appartiens au bureau national de cette même association. Ok. Donc Alexis, on va échanger aujourd'hui à la fois à votre titre de DRH de Pantera, mais aussi votre rôle au sein de la NDRH. Je crois qu'hier, vous étiez justement aux assises de la NDRH sur un sujet dont vous allez nous parler. Absolument. On a commencé à parler des mythes qui deviennent réalité et des sujets d'avenir qui nous attendent. D'accord, c'est-à-dire ? Alors, si on fait un petit retour en arrière, on est en 2018, très peu de télétravail, très peu de flexibilité sur les horaires de travail. La crise sanitaire arrive, oui. Recours massif au télétravail et de plus en plus un besoin de liberté, un besoin d'un réel équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. On parle aussi beaucoup du fait que plus personne ne veut de CDI ou de moins en moins de personnes souhaitent de CDI. On parle aussi d'ubérisation de la société. Alors moi, j'ai une autre analyse. Je pense que tout cela, le fait que les gens veuillent de moins en moins de CDI, l'ubérisation de la société, ça démontre que les salariés veulent plus de liberté, plus de sens et s'engager davantage. Et qu'ils ne veulent pas forcément être à leur compte ou
souhaiter uniquement des CDD pour garder cette liberté. Ils voudraient que cette liberté puisse être accessible en CDI directement. C'est pour ça que je pense que nos modèles vont évoluer et changer vers de l'ultra-flexibilité. Le télétravail aujourd'hui, les entreprises ont un recours massif au télétravail. Je pense que ça va aussi aller vers la semaine de 4 jours, on en parle un petit peu, mais moi je parle aussi de la semaine de 5 jours, de 6 jours, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on va arriver sur une durée du travail qui sera à la carte par journée, avec des salariés qui souhaiteraient peut-être travailler uniquement 6 heures par jour pour peut-être se libérer une matinée ou un après-midi, peut-être concentrer ce temps de travail sur 4 jours pour pouvoir être libéré sur les 3 jours restants. Donc ça, c'est des tendances qui sont liées sur l'organisation du travail. Sur un point de vue un peu plus gouvernance, et sur les sujets managériaux. Alors, juste avant d'arriver au sujet managérial, est-ce que je peux vous interrompre ? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par liberté ? La possibilité d'exercer son travail, je dirais, comme on l'entend, plus dans un milieu temporel. D'accord. C'est-à-dire... Ça veut dire que, par exemple, si j'ai envie de travailler 6 jours sur 7, mais 5 heures par jour, c'est OK. Je pense qu'on va aller sur ces tendances. Après, chaque entreprise est singulière. C'est intéressant parce qu'on prône quelque part de dire, en fait, le modèle, c'est 4 jours. Enfin, le modèle idéal, ça peut être 4 jours pour avoir 3 jours de repos. Mais c'est vrai que selon le rythme de chacun, il y a plein de gens pour qui le modèle idéal, c'est 5 heures par jour et 6 jours. Voire, quand on va toucher le monde des indépendants, mais c'est pas parce que c'est le monde des indépendants, mais c'est intéressant de regarder, il y a des personnes qui travaillent absolument tous les jours, 4 heures par jour. Mais c'est leur rythme qui leur convient, c'est-à-dire qu'en fait, ils font 8-13 ou quelque chose comme ça, ou peu importe l'après-midi, et qu'ils, le reste du temps, vivent ce qu'ils ont à vivre. Absolument. Et c'est des choses qui sont possibles dans une entreprise comme la vôtre, par exemple ? Alors, dans une entreprise comme la nôtre, on a déjà ce sujet de flexibilité des heures de travail, puisque parfois on sonde un petit peu nos salariés pour savoir la durée à laquelle ils ont envie de travailler. Donc nous, on a des journées sur certains sites de 8 heures, 10 heures, voire 12 heures. On a la possibilité de faire 12 heures, donc on a déjà recours à ça. Et il est vrai qu'on l'utilise comme un avantage concurrentiel, je dirais, pour attirer nos salariés et attirer les meilleurs. Vous voyez, vous faites 12 heures par jour sur 3 jours. Vous avez effectué vos 36 heures et il vous reste 4 jours de repos. Donc parfois sur certains sites, on utilise ce genre d'organisation du travail pour justement à la fois donner envie à nos salariés de rester, à la fois leur offrir cette possibilité d'avoir 4 jours de repos. Sur certains sites, les salariés ne le souhaitent pas forcément. On préfère travailler par exemple des matinées, des après-midi. Donc là, on est plus sur un format de 7 heures ou 8 heures. C'est vraiment en fonction certes, des intérêts de l'entreprise, de l'organisation sur site, mais parfois on sollicite les salariés pour savoir ce qu'ils préféreraient. Oui, mais ce qui est plutôt intelligent parce que présupposer, alors qu'on ne sait pas, c'est pas toujours évident. Mais donc ça veut dire que vous voyez à l'avenir ces pratiques se généraliser fortement. Oui, je le pense. Après, sur la semaine des 7 jours, on est confronté à un problème qui est réglementaire sur la durée... qui est 2 jours de congé consécutifs, c'est ça ? Qui est au moins une journée de repos et qui est le repos effectivement hebdomadaire qui soit respecté. Si on est sur une semaine de 7 jours, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, quand on est indépendant, on s'affranchit de ses règles puisqu'on est son propre patron. Mais quand on est une entreprise, on doit respecter la réglementation. Et cette semaine de 7 jours potentiels, 5 heures par jour, n'est absolument pas possible. Voilà, donc la limite sera 6 jours, à moins que la réglementation évolue. C'est ça, à moins que la réglementation... Mais ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir de l'abus dans l'autre sens. La réglementation, elle est là aussi pour protéger quand même. C'est ça, absolument. Et alors, le deuxième sujet que vous abordiez, c'était le sujet managérial. Je vous ai coupé à ce moment-là pour creuser. Alors, sur le sujet managérial, on est de moins en moins dans une relation qui est hiérarchique et verticale. Donc ça s'accompagne avec plus de flexibilité. J'aime bien dire souvent qu'aujourd'hui on est plus... le manager n'est plus là pour dire comment faire, dans certains corps de métier, pas tous, mais il est plutôt là pour dire pourquoi. Et là, on revient sur la notion de sens en travail, où le manager va expliquer pourquoi mener telle ou telle mission et aller sous l'angle du pourquoi et moins du comment pour laisser aux salariés la liberté d'atteindre cet objectif. Donc on est plus sur
je dirais, un modèle de management où le manager va se positionner plutôt comme un conseil, comme un peu comme un consultant, plutôt sur une position horizontale, pour être là pour accompagner ses équipes à aller vers la réussite. Le deuxième sujet, je pense aussi qu'on va, le deuxième sujet concernant le management, je pense qu'on va arrêter aussi d'évaluer les compétences, le savoir-faire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? On est confronté de plus en plus à l'obsolescence des compétences qui aujourd'hui, vous apprenez une compétence, au bout de 2 ans, elle devient obsolète. Donc je pense que les évaluations vont peu à peu se tourner vers ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être, avec des évaluations directement liées à la capacité d'apprentissage, la capacité d'adaptation, la curiosité, ce genre de choses, et que les modèles d'évaluation vont changer dans ce sens. Alors, je vais revenir sur 2 choses. Donc là, vous parlez de l'évaluation manager-collaborateur, hein, pas de tout le monde, pas que les managers. Oui. Ouais. Sur le premier point, sur le management, sur cette posture un peu plus horizontale, quelque part, vous dites effectivement un peu comme un consultant. Est-ce que pour vous, si je vous dis que c'est plus comme un leader, ça vous parle ? Oui, c'est des termes qui sont effectivement utilisés en entreprise. Parce que pour moi, justement, la posture du leader, c'est de se mettre quelque part dans une forme de retrait. Il est là pour montrer la direction, pour donner la direction, mais après, il est essentiellement à l'écoute. Et là, pour permettre aux personnes de mieux travailler ensemble, d'impulser ça. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué pour des managers de développer cette posture de leader ? Ça s'accompagnera obligatoirement par de la formation, dans tous les cas, puisque si les modèles changent tels que je les ai décrits précédemment, on change tout. On repart de zéro, on est moins sur de la directive, moins sur des ordres, et plus sur de l'accompagnement. Donc, obligatoirement, le manager va devoir être formé sur ces sujets qui sont liés plus à du conseil, de l'accompagnement, de l'arbitrage aussi, même si c'était le cas avant. Sur aussi du conseil lié à la formation de ses propres collaborateurs, pour développer justement... Oui, parce qu'il est là pour développer leur talent. Il est là pour leur... En fait, c'est quelque part, c'est une forte demande, mais pas que des nouvelles générations. En fait, les personnes souhaitent dans l'entreprise, pour s'impliquer, souhaitent avoir l'occasion de développer des talents, voire des talents qu'elles ne connaissent pas encore. C'est-à-dire d'identifier de nouveaux talents et de pouvoir les développer. On est beaucoup plus en recherche de cette expérience que de pure exécution. Oui, de cette expérience qui fait le lien aussi avec la reconnaissance qui peut être apportée au travers de cet accompagnement-là. Du feedback, de vraies pratiques de feedback. J'ai plus le nom de cette étude qui avait été faite il y a quelque temps, où il était démontré que les salariés quittaient plutôt leur entreprise à cause de leur manager que plutôt à cause de l'entreprise elle-même. Donc il y a un vrai sujet aussi de fidélisation et d'engagement. Ça c'est de tout temps. Je pense que ça n'a jamais été tellement différent parce qu'on est quand même d'abord dans une relation d'équipe, de management. Et j'ai une autre question là-dessus. Est-ce que... Parce que moi, mon postulat, ma théorie, ce sur quoi je travaille, c'est révéler le leadership du manager. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde a du leadership. L'idée, c'est de se connecter à son leadership. Qu'on l'exprime d'ailleurs pas toujours au travail, que parfois on l'exprime à côté. Dans une association, dans une activité... Et en fait, d'aller, pour moi, pour que cette transformation, je ne sais pas si ça va vous parler, je suis intéressée d'avoir votre réponse là-dessus. Pour moi, cette transformation peut s'opérer que si je comprends, parce que la palette de compétences du leader, elle est assez large, que si je comprends quelles sont les compétences que j'ai déjà, parmi ce que j'ai déjà fait, en fait, donc je me connecte à mon leadership, je comprends quand j'en ai fait preuve, je comprends quelles étaient les compétences et qualités que j'avais à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, je me développe en tant que leader à partir de ça. C'est-à-dire que je ne cherche pas à avoir la palette tout de suite, je cherche à renforcer ce que j'ai déjà pour pouvoir après le compléter du reste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît fonctionner ? Parce que moi, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup de managers bloqués dans des modèles, en fait, dans des démarches trop intellectuelles. Non pas qu'ils savent pas réfléchir, c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, ils ont beaucoup besoin, eux aussi, d'être dans des démarches plus expérientielles. Et que quelque part, se reconnecter à ça. Si je vous dis, Alexis, si on travaille ensemble, mais je vous dis, vous, votre set de compétences sur le leadership, aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. Et l'idée, c'est de dire, c'est pas oublier les autres, mais celle-là, allez-y à fond. Et les autres vont venir avec. Parce que du coup, vous allez tout de suite être puissant vis-à-vis de vos équipes. Et pas dans 6 mois de formation.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui vous parle ou pas comme approche ? Oui, c'est vrai qu'il y a certains managers qui théorisent peut-être trop le management auprès de ses équipes. Du coup, il y a de moins en moins de côté naturel et humain. Voilà, et je ne sais pas si vous avez vu tous les sous-titres des bouquins de management, c'est « Soyez le manager dont vos équipes ont besoin ». C'est terrible, ça. Oui, absolument. Parce qu'en fait, vous allez vous confirmer votre valeur dans le regard des équipes. Et donc, en fait, c'est là où vous êtes mauvais. Parce que vous n'êtes pas authentique, enfin, vous cochez pas du tout les cases de ce qu'on attend aujourd'hui. Et donc, mine de rien, il y a un pivot important, parce que l'histoire du manager sachant, alors, vous êtes plus jeune que moi, Alexis, mais moi, je suis génération X, et c'est super compliqué de quitter le rôle de sachant. Oui. Mais je pense pour toutes les générations, parce qu'à l'école, quand même, c'est ce qu'on nous demande d'être. Oui, moi je pense pas que le manager doit forcément être un sachant ou un technicien, en tout cas qui soit à l'aise avec la technicité que mettent en œuvre leurs équipes. Moi je dis souvent à mes équipes, mon équipe proche, je dirais au niveau du service RH, que moi j'ai besoin d'apprécier et d'aimer les gens avec qui je travaille. Et je pense que les équipes ont aussi besoin de travailler avec des gens qu'ils apprécient, et le manager en fait partie. J'aime bien ce terme « apprécier », parce que pour moi, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on est amis, mais ce côté apprécier, de l'appréciatif, donc de je sais reconnaître chez lui des choses qu'il a en fait. C'est ça, c'est le respect, l'honnêteté intellectuelle aussi, qui fait que même si on n'est pas d'accord, on se respecte, on est d'accord et on respecte le point de vue de l'autre. On entend parfois souvent des gens, quand ils changent d'emploi, dire avec mon manager, finalement, il était carré sur tel sujet, il donnait son avis sur telle chose, il arbitrait, il était présent sur les sujets, même si on n'était pas d'accord. Souvent, on entend ce retour d'expérience. Donc, je pense que c'est très important que le manager se positionne sur tous ces sujets, quelle honnêteté, le côté naturel, la sympathie, aussi de gentillesse et de la bienveillance. Bienveillance avec exigence. Oui. Non, je sais pas, ça vous parle ou pas ? Oui, je parle pas de bienveillance qui laisserait tout passer. Quand je dis bienveillance, c'est être en capacité de faire preuve de gentillesse tout en indiquant la voie et le chemin à suivre, tout en indiquant également les erreurs qui ont pu être faites. Parce que faire preuve de bienveillance, c'est aussi faire progresser l'autre. Ouais, et en faisant progresser l'autre, on met le doigt sur ce qui est à améliorer. Oui, complètement. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et alors maintenant, vous parlez d'évaluation des soft skills, ce qui est très intéressant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, et là j'ai votre point de vue Alexis, DRH de Pantera, mais aussi ANDRH, est-ce que vous pensez qu'on est prêt à recruter des humains avant des compétences, donc des soft skills, enfin avant des techniciens, donc des soft skills avant des hard skills? Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment prêt à ça? Parce qu'aujourd'hui quand même, quand on regarde les offres d'emploi et quand on discute avec les recruteurs, on cherche le clone de celui d'avant, qui a fait exactement ce qu'on va lui faire faire. C'est le gros risque. Moi, j'essaie de sortir de ça, ou de chercher quelqu'un qui nous ressemble aussi. C'est le gros défaut des recruteurs. Mais nous, dans l'entreprise, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises sont comme ça, elles sont toutes prêtes à former. Voilà, parce que c'est lié à la pénurie actuelle de main-d'œuvre, ou alors c'est dans la culture d'entreprise. Pour nous, c'est plutôt dans la culture d'entreprise, parce qu'on a un centre de formation qui permet justement de former à tous nos métiers. Donc nous, avant tout, on recherche des hommes qui ont un savoir-être, voilà, des soft skills, puisqu'on les embauche avec rien. Pour ceux qui n'ont pas encore la formation, en tout cas. Donc on les reçoit, on ne cherche aucune compétence liée à nos métiers. On recherche avant tout, je dirais, revenir un petit peu au basique, donc c'est-à-dire la capacité d'expression, chercher un petit peu les motivations, les valeurs au travail, la capacité d'apprentissage, les souhaits d'évolution, et c'est à partir de là qu'on les embarque avec nous dans l'aventure de se faire former et ensuite d'être embauchés. Donc c'est déjà là. En tout cas pour des métiers comme les nôtres sur la sécurité privée. Et quelle est la réaction des candidats? Comment vous voyez réagir quand vous avez cette approche? Parce que c'est pas une approche habituelle, encore une fois, aujourd'hui.
Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que ça les inquiète de pas connaître le métier techniquement? Parce que c'est intéressant aussi de voir côté candidat ce que ça donne. Alors, on les rassure tout de suite sur la partie technique. On leur dit, vous inquiétez pas, vous allez être formés, vous pouvez être rassurés par rapport à ça. Il y a un cursus qui est complet, qui est précis. Donc, on arrive très vite à les rassurer. Souvent, certains peuvent être surpris sur j'ai pas le diplôme, j'ai pas l'expérience. Et pourtant, vous m'accordez cet entretien et cette chance. Donc, parfois, ils sont surpris là-dessus. Donc, nous, maintenant, on est surpris qu'ils soient surpris, parce que c'est devenu naturel. Mais bon, voilà. Ça reste une réalité, c'est pas évident. Ceux qui ont généralement cette réflexion, c'est qu'ils ont eu des expériences passées... où il y a eu, je l'imagine en tout cas, des échecs. Donc on est ravis nous de pouvoir leur expliquer et puis de les prendre derrière pour leur permettre aussi de rebondir, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. Bah c'est clair. Et du fait de votre approche, vous devez avoir une bonne idée. Dites-moi un petit peu vous parlez de la valeur travail, vous avez parlé de la capacité d'apprentissage. Alors on n'arrête pas de nous dire dans les journaux partout que personne veut bosser, que personne veut rien apprendre. Est-ce que c'est vrai ça? Non, moi je pense pas que les gens veulent plus bosser. Je pense que il y a dans la vie il y a le travail, qui nous prend tous beaucoup de temps, et qu'on a plutôt tous intérêt à trouver un travail qui nous permet de nous épanouir. Et les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans, puisque je vais reprendre la formule de André Comte-Sponville qui définissait le bonheur en disant que c'était ne pas être malheureux. Voilà, quand on n'est pas malheureux, c'est que finalement on est heureux. Et donc je pense que les salariés doivent pouvoir venir en entreprise et dire qu'ils ne sont pas malheureux à venir travailler dans nos entreprises en tout cas, et donc réussir à leur faire apprécier le travail. Donc l'entreprise n'est pas responsable de leur bonheur, mais elle ne doit pas être responsable de leur malheur. Absolument. Donc on peut apporter de la gaieté, c'est ce qui fait aussi les cultures d'entreprise. C'est un ensemble, voilà. Pour ça que je pense que les gens ne sont pas feignants ni n'ont pas envie de travailler. Il faut réussir peut-être à les stimuler différemment et à les embarquer dans une politique, dans une stratégie, dans une culture d'entreprise qui leur parle, qui leur apporte du sens. Mais d'où aussi au niveau du manager ce rôle de leader en fait, parce qu'en fait de beaucoup plus embarquer, et aujourd'hui on est en demande de ça. Absolument, le manager c'est vraiment la clé de tout, puisque ça sera le premier interlocuteur du collaborateur, et le collaborateur va sans arrêt se référer à son manager et à cette personne qui doit lui apporter du sens, de la reconnaissance, doit pouvoir le valoriser et l'embarquer dans un projet. Ok, est-ce qu'il y a un dernier point dont vous vouliez nous parler, un petit peu que vous aviez partagé, constaté Peut-être un dernier sujet qui est plus lié à l'agilité au travail. Je pense, une hypothèse aussi, que de plus en plus, les gens seront de moins en moins dans des cases liées à leur travail. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'agilité, je reprends aussi le terme d'horizontalité, dans les missions, et qu'elles vont se caler de plus en plus sur la raison d'être de l'entreprise, et que les salariés vont un peu plus avoir la main sur je pense que pour l'entreprise il faudrait travailler sur tel sujet, je suis en capacité de le porter, je suis en capacité de le prendre, pour plus d'agilité dans les équipes et dans la fonction. D'accord. Oui, d'avoir cette capacité à... D'où l'importance d'évaluer ses capacités, aux soft skills liées à la capacité d'apprentissage et liées à la capacité d'adaptation, pour avoir des personnes qui sont capables de faire aussi plusieurs choses, d'apprendre et de répondre aux besoins du moment de l'entreprise. Mais ce qui est aussi un besoin des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent, on en parlait tout à l'heure, à développer parfois des talents qu'ils n'ont pas développés aujourd'hui. Donc tout d'un coup, vous leur offrez cette possibilité avec cet éventail-là. Absolument. Et donc c'est intéressant, parce que quand même, Pantera, c'est une entreprise de combien de collaborateurs ? On est à peu près 500. 500. Et donc, sur une entreprise, dans ce type de métier, sur un effectif comme ça, tout ce que vous m'abordez sont des choses que vous commencez. Pareil, l'évaluation, vous commencez à aller sur les soft skills aussi. Alors, pour les soft skills, aujourd'hui, on est à l'étape plus du recrutement, où on évalue les soft skills pour ceux qui ne sont pas diplômés, pour ensuite les embarquer dans un cursus de formation. Au niveau de l'agilité dans les équipes, ça c'est une hypothèse que j'ai pour plus tard au niveau plutôt de la société, qui n'est pas le cas aujourd'hui dans l'entreprise. Sur la flexibilité du travail, en revanche, on en a un petit peu parlé, où effectivement on a des possibilités de faire des 8 heures, 10 heures, 12 heures en fonction du site et aussi des envies des salariés. D'accord.
Donc, c'est extrêmement, c'est très intéressant d'avoir ce double regard en fait, à la fois d'un point de vue réflexion, on va dire au niveau global de la NDRH et de votre pratique. Alors, en toute dernière question pour finir, si je vous dis l'entreprise de demain, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça sera par rapport à tout ce que vous voyez ? C'est quoi l'idéal ? C'est quoi, vous, en tant que leader RH, alors vous êtes à la fois leader RH au sein de l'entreprise, mais aussi leader RH plus globalement, ça serait quoi votre rêve ? Mon rêve. Votre rêve, dans le sens, je veux dire, votre vision, dites, voilà, finalement, si dans 3 ou 5 ans on est là, j'aurais l'impression d'avoir contribué à une vraie évolution. L'entreprise de demain, ça sera pour moi une entreprise qui est attractive sur tous les plans. Pour ses clients, pour ses salariés, pour ses partenaires, pour les acteurs économiques du territoire où elle évolue. Ce sera une entreprise qui sera attractive et qui s'engagera. Voilà, qui s'engagera sur des sujets sociétaux, parce qu'on voit que de plus en plus les entreprises s'engagent sur tous les sujets sociétaux, et je pense que pour être attractif, il faut s'engager et porter des sujets. Et quand je dis porter des sujets, c'est réellement, je ne parle pas de greenwashing, je parle vraiment s'engager sur des sujets forts et porter des valeurs fortes qui sont en lien avec les stratégies singulières des entreprises. Mais je pense que c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que il y a une crise des autorités, qu'on cherche aussi des points d'appui, des points d'ancrage dans un monde complètement incertain. On voit que pendant le Covid, l'entreprise a été un point d'ancrage important, malgré le fait que les gens soient à distance, c'est resté un point d'ancrage important. Et donc, quelque part, il y a une attente forte par rapport à l'entreprise. Il y a aussi une attente forte par rapport à l'entreprise sur son impact sur l'évolution de la société. Donc, Et n'oublions pas quelque chose de très important, l'entreprise est un lieu de sociabilisation extrêmement fort. Complètement. Et donc, on fait attention avec le télétravail aussi quand même, parce qu'il faut garder ça. Les préconisations qu'on fait et qu'on a faites depuis des années avec la NDRH, c'est sur un modèle de 3 jours, 2 jours maximum, avec 1 jour de présentiel où toute l'équipe est là pour maintenir ce lien de sociabilisation, maintenir cette cohésion d'équipe et maintenir aussi cet esprit et ce corps. Et puis une vision des signaux faibles, parce que parfois il y a des personnes qui vont pas bien et si on les voit pas, on le sait pas. Et on a quand même ce rôle aussi. C'est ça, c'est encore un autre gros sujet qui arrive dans les entreprises, qui est la santé mentale des salariés, avec de plus en plus de signaux faibles. Et toutes les études montrent que c'est un sujet qui arrive dans les entreprises, sur des troubles psychologiques, avec des arrêts maladie qui parfois peuvent être extrêmement longs, le Covid qui a accru tous ces enjeux. Ça tombe aussi dans le scope RH, où les entreprises du coup se saisissent de plus en plus de ce sujet et mettent en place des actions de lutte contre les RPS, donc les risques psychosociaux, avec de la gestion du stress, des lignes d'écoute et de soutien, toutes les mesures de prévention liées à la santé mentale. Ouais, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand nombre, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.